Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast dédié à la santé des femmes où, comme vous le savez, chaque femme est unique mais certains parcours de santé s'entremêlent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager le témoignage de Mélanie, diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 27 ans. Et oui, vous avez bien entendu, 27 ans. Selon l'Institut national du cancer, le risque d'avoir un cancer du sein augmente avec l'âge, même s'il peut atteindre des femmes à des âges très différents. Le risque de cancer du sein chez la jeune femme est peu élevé. Environ 10% des cas de cancer du sein se manifestent chez les femmes âgées de moins de 35 ans et près de 20% avant 50 ans. Je vous laisse à présent découvrir l'histoire de Mélanie. Excellente écoute. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes, avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour Mélanie. Bonjour Stéphanie. Alors, tout a commencé en Corée du Sud. Tu étais en voyage quand tu as découvert cette grosse douleur dans ton sein. Comment tu as géré cette situation alors que tu étais loin de chez toi ? Instinctivement, en fait, j'ai ressenti une douleur dans mon sein et je me suis dit, c'est pas pendant mon voyage que je vais réussir à me soigner. Et j'ai attendu d'être rentrée au Airbnb pour pouvoir me palper, pour savoir ce qu'il y avait. Et là, j'ai senti une énorme boule dans mon sein. C'était totalement palpable. Et là, je me suis effondrée en larmes sous ma douche. Je me souviens très bien de ce moment-là. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça ? Voilà, j'ai essayé de relativiser en me disant, bon, si ça se trouve, c'est pas si grave que ça. Mais ouais, c'était un peu compliqué à gérer. Donc, j'ai dégainé mon téléphone, pris rendez-vous sur Doctolib avec mon médecin généraliste. Et j'ai attendu, j'ai repalpé le lendemain pour vérifier si la boule bougeait. Et finalement, elle restait telle quelle, donc j'ai décidé de continuer mon voyage. Et voilà, c'était une situation vraiment très difficile, mais dans ces moments-là, on se met un peu en mode survie et on essaye de relativiser le plus possible. Et comment tu as vécu l'attente entre la découverte de la boule et ton retour en France pour consulter un médecin ? J'y ai pas tant prêté attention. J'ai réussi à faire un peu abstraction de cette petite boule, parce que je savais qu'en Corée du Sud, j'allais pas voir un médecin. Donc j'essayais de me dire, ça sert à rien de paniquer maintenant. On paniquera une fois rentré en France. Moi, je surveillais quand même tous les jours, mais non, j'ai plutôt bien vécu l'attente, on va dire. Et quelles ont été tes premières impressions lors de l'échographie et de la mammographie ? Impressionnant déjà pour une personne de 27 ans d'aller dans une clinique qui fait une échographie, une mammographie. Enfin, je suis arrivée dans la salle d'attente, j'étais la seule jeune femme. Toutes les femmes qui attendaient, c'était des femmes âgées de plus de 50 ans, donc c'était un peu troublant au début. J'avais l'impression d'être un peu une imposteur. J'avais un petit syndrome d'imposteur à ce moment-là en me disant mais j'ai pas à être ici en fait. Mais c'est assez impressionnant. L'échographie, en fait, comme j'avais déjà eu une échographie du ventre il y a très longtemps, je savais à peu près à quoi m'attendre. Mais la mammographie, j'avoue que j'ai demandé plusieurs fois à mes amies filles et à ma maman comment ça se passait une mammographie, et toutes elles me disaient
que c'était pas super agréable. Donc oui, la mammographie, j'appréhendais un peu. Mais voilà, c'était des expériences. J'y allais un peu sereinement. Enfin, sereinement, c'est un bien grand mot, mais j'y allais quand même sans stress, en me disant, bon, à mon âge quand même, potentiellement que c'est pas ça, quoi. J'essayais de me convaincre moi-même, tu vois. J'essayais de me dire que c'était pas ça, mais en même temps, il y avait quand même une petite pensée qui me disait, bon, c'est sérieux maintenant, c'est sérieux. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu as géré l'annonce de ton diagnostic qui est tombée juste en même temps que ta préparation pour le semi-marathon de Paris? Quand j'ai passé mon échographie et ma mammographie, la tête de la personne de la médecin, de la personne qui fait la radio, a littéralement changé de couleur, hein, et a fait une tête pas rassurante du tout. Elle m'a rien dit, elle m'a juste dit il va falloir faire des examens supplémentaires. On va faire une biopsie. Donc elle m'a expliqué ce que c'était une biopsie. On prélève en fait un peu de tumeur et on l'envoie en laboratoire. À partir de là, dans mon cerveau, je parlais du coup de mes premières impressions, que j'étais pas non plus hyper détendue, mais j'étais pas non plus à l'article de l'inquiétude, quoi. J'étais quand même majoritairement sereine. Et ben quand elle m'a dit ça, alors là j'ai commencé un peu à stresser et je me suis dit oh non. Et en fait là le cerveau, je sais pas ce qui se passe, enfin moi dans mon cerveau en tout cas, je me suis dit il faut s'attendre au pire. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit c'est bon, c'est cancer. Donc quand j'ai reçu le diagnostic, finalement j'étais pas si surprise que ça. Je me suis dit bon, c'est cancer, ok. À mon âge. Voilà, c'est un peu, on se prend quand même un coup de massue sur la tronche, hein, on va pas se mentir. C'est dur d'entendre ça, mais j'ai été, en fait, c'est en demi-teinte parce que ce diagnostic est tombé. Voilà, le mot cancer, je l'avais intériorisé, je l'avais accepté. Mais par contre, oui, la préparation à mon semi-marathon. Je vais dire avec mes mots, hein, ça m'a fait chier. Voilà, c'est parce que je préparais pas ce semi-marathon toute seule et je me suis dit pour la personne qui m'accompagnait, comment j'allais lui dire ça. J'étais plus déçue pour autrui que pour moi-même finalement. Et ça me faisait chier de me dire que... Enfin, ça m'embêtait beaucoup de me dire que cet objectif-là, j'allais devoir faire une croix dessus à cause d'une question de santé. Enfin, c'était un peu compliqué le diagnostic dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens que je pouvais pas courir. Et c'est drôle parce que mon médecin m'avait annoncé, et madame, votre semi-marathon, il va falloir faire une croix dessus pour cette année. Et je lui avais répondu. Non, je me suis persuadée, je m'auto-persuadais que je pouvais courir. Et je me suis dit, je vais lui prouver le contraire. Et plot twist, je n'ai pas pu courir ce semi-marathon. Mais je me suis quand même accrochée à cette idée au tout début de mon diagnostic. Pour finalement, avec le temps, cette idée, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible, quoi. Mais oui, c'était embêtant, mais bon, le principal, c'était de se concentrer sur sa santé. Donc voilà, on a parlé du semi-marathon, mais il y avait une autre question qui m'a fait un peu flancher. Enfin, un peu, c'est un euphémisme. C'est un peu beaucoup flancher. C'est la question de la fertilité. Mon médecin m'a clairement dit... en gros, elle a été super gentille avec moi. Elle m'a annoncé, elle m'a expliqué ce que c'était. Elle m'a dit, je suis désolée, vous allez devoir raccourcir vos vacances de Noël chez vos parents parce que je vous ai pris rendez-vous à l'Institut Curie. C'était le 28 décembre. Donc, en plein milieu de ma semaine de vacances. Et du coup, mon cerveau comprend que ça devient sérieux. Et ce qui m'a fait flancher, c'est surtout de me dire, quand elle m'a dit maintenant, à partir de maintenant, on va essayer de sauver votre fertilité. Parce qu'avoir des enfants après un cancer du sein peut s'avérer compliqué. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'est mystérieux. Moi, à l'instant T, je ne veux pas d'enfants. À l'instant où on m'a diagnostiqué mon cancer, j'en voulais pas du tout.
Et là, je me suis mise j'ai fondu en larmes dans le bureau du médecin parce que je me suis dit, mais merde, en fait, on me coupe l'herbe sous le pied, en fait. Là où je peux avoir le choix, je ne l'ai plus à cause de cette maladie. Ouais, ça a été très compliqué à gérer cette question-là. C'est même au-delà de la question du cancer, ça a été cette question de fertilité, de me dire, mais j'ai jamais rien demandé, j'ai jamais été contre les enfants, pour les enfants. Je suis quelqu'un qui vit assez au jour le jour. En gros, mon point de vue, c'était surtout, si j'ai des enfants, tant mieux. Si j'ai pas d'enfants, tant pis. Et là, avec ce constat-là, de me dire que j'aurais peut-être pas le choix, ça m'a un peu détruit de l'intérieur. Je t'avoue, c'était compliqué à gérer. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes émotions et celles de ton entourage à ce moment-là ? Ma maman a été une des premières informées, évidemment. Ça a été très compliqué de passer cet appel-là. J'étais en larmes au téléphone. Et c'est là où je me dis, mais ma maman, elle a eu cette capacité à rester stoïque au téléphone et à me dire, d'accord, eh bien, voilà, elle m'a balancé aussi un gros merde au téléphone, mais elle n'a pas du tout flanché, là où moi j'ai beaucoup flanché à ce moment-là. Elle est restée vraiment calme et je pense elle a été très choquée de la nouvelle, mais elle n'a pas voulu montrer ses émotions. Étant donné que moi j'étais déjà en larmes au téléphone, elle n'a pas voulu me montrer qu'elle avait mal, et pour ça je la remercierai jamais assez, parce que ça m'a permis de vider mon sac et de me dire et de me dire que ma maman était quand même là. Ensuite, il y a eu quelques amis qui l'ont su également, et ça a été en fait ça a été assez aléatoire. Il y a des gens pour qui c'est très compliqué d'entendre qu'une amie proche a le cancer. Il y en a d'autres qui peuvent fondre en larmes devant toi. Il y en a d'autres qui détestent ça, d'ailleurs. Mes deux frères, notamment, ont une réaction mais complètement différente l'un et l'autre. J'en ai un qui s'est totalement inquiété pour moi dès le début, et il y en a un autre qui n'a pas du tout voulu savoir de quoi je parlais. Enfin, il a fui le navire, mais alors vraiment, j'en rigole maintenant, mais au début, il fuyait le cancer, et il le fuit encore aujourd'hui. Maintenant, je suis passée outre. Je me suis dit, bon, il y a des gens comme ça, ils sont pas à l'aise avec ce terme cancer. Bon, c'est comme ça. Il faut accepter. Mais voilà, les émotions ont été assez diverses. Il y a des gens qui ont été beaucoup plus touchés, d'autres non, d'autres qui savaient pas trop comment réagir, d'autres qui ont agi mais mal. Enfin, voilà, mais je peux pas leur en vouloir, parce que c'est quelque chose qui remue beaucoup et qui fait beaucoup réfléchir. Mais en tout cas, voilà, mon entourage le plus proche, en tout cas, est resté solide devant moi, et ils ont pris le problème à bras le corps, et ils se sont dit, on y va en fait. Comment tu as vécu ton entrée à l'hôpital et toutes les étapes qui ont suivi, notamment la pose du pack ? L'hôpital, oui, entre Noël et Nouvel An. Du coup, c'était mon petit cadeau de Noël. J'ai annoncé à ma famille, enfin à mes frères notamment, j'ai un cancer du sein. Il faut savoir que quand on rentre à l'hôpital, notamment, je parle du coup de l'Institut Curie parce que c'est là où je suis soignée. C'est le bazar dans la tête. On y va, on a plein de papiers à remplir, on voit des médecins, on voit la chirurgienne, on voit des infirmiers, on comprend rien de ce qui se passe. On nous dit, vous aurez tel rendez-vous tel jour. J'ai une petite application sur mon téléphone où j'ai tous les rendez-vous, j'ai plein de papiers, de convocations partout. Oh là là, c'est un vrai bordel quand même. Et du coup, je l'ai vécu. Je sais pas comment, mais je l'ai vécu. En fait, ça tout devient automatique. On te dit, va dans cette salle à 11h30, tu y vas, même avant. Tu attends pendant 1 heure. Tu es reçu par un radiothérapeute, par une chirurgienne, par un infirmier, ça dépend. Donc voilà, il y a eu. Donc je suis rentrée le 28 décembre, et du 28 décembre au 24 janvier, j'ai eu à peu près une dizaine d'examens. Donc prise de sang, on a refait une mammographie, une échographie, on a refait une biopsie. Donc j'ai rencontré ma chirurgienne, donc on m'a expliqué mon processus, on m'a expliqué mon parcours de soins, voilà, c'est le mot que je cherchais.
j'ai rencontré mon oncologue. On m'a fait ce qu'on appelle un échocardiogramme. Donc, c'est la radio du cœur, littéralement. On m'a fait des IRM, on m'a fait des TEP scans, on m'a fait des... Oh là là, ah non, c'était infernal. C'était une dizaine de rendez-vous en l'espace de même pas un mois. Donc, j'étais quasiment tous les jours à l'hôpital. Et j'ai eu donc cette fameuse opération du PAC, donc la chambre implantable. Donc, c'est pour expliquer aux gens, c'est un petit bout de plastique qu'on nous met sous la peau, relié à un cathéter qui est lui-même relié au cœur. C'est quelque chose qui, en gros, ça sert à accueillir la chimiothérapie, ça sert à injecter les médicaments via cette voie-là, étant donné que si on faisait à chaque fois une injection par les veines, au nombre de chimios qu'on a, ça finirait par abîmer nos veines, donc on le fait via cette méthode. La pose du PAC a lieu la veille de la chimiothérapie. Et en gros, 3 jours avant, on a une petite visioconférence qui nous explique comment l'anesthésiste installe le PAC. Et déjà là, je me sentais pas bien du tout. Je me suis dit, mais mon Dieu, on va m'ouvrir. Le PAC se situe au niveau de l'aisselle. Un peu plus haut que l'aisselle. Et le mien est placé à gauche, étant donné que ma tumeur était à droite. Et on nous explique du coup qu'on va nous ouvrir en anesthésie locale, qu'on va nous mettre un tuyau dans le gosier et qu'on va refermer comme si de rien n'était. Déjà là, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Et vient le jour de l'intervention. Et là, l'anesthésiste me dit, du coup, on me met l'anesthésie locale, on m'ouvre. Et là, moi, je vois rien à ce moment-là, mais j'entends l'anesthésiste qui me dit « Mais madame, vous avez des vaisseaux sanguins trop petits, du coup, je peux pas passer le cathéter. » Là, je la regarde pas, mais je lui dis « Bah, et alors ?» je me suis dit « Je vais pas m'excuser pour quelque chose dont je savais pas. » Moi, voilà, donc là, elle essaye d'insister, ça passe pas. Elle me remet des piqûres d'anesthésie locale et là, elle dit à son collègue il faut que j'appelle le docteur, je sais plus comment il s'appelle, il faut que j'appelle un collègue. Et là, moi, sur la table d'opération, je deviens blanche cadavre et c'était horrible. C'était c'était horrible. Donc, au lieu de passer par le chemin habituel qu'il nous avait présenté 3 jours avant en Zoom, là, elle décide du coup de faire tout sous radio. Donc, j'ai un appareil de radio qui vient au-dessus de moi. Donc là, je vois plus rien du tout. Elle me remet des piqûres d'anesthésie locale et là, il faut savoir que du coup, quand on passe par le plan B, entre guillemets, le cathéter, le tuyau qui rejoint la petite chambre implantable avec le cœur, est beaucoup trop grand. Enfin, il est trop grand parce que c'est un chemin qui est beaucoup plus court. Et là, elle me met le tuyau. Donc, elle arrive à mettre le tuyau. Et là, elle doit faire des mesures, en fait. Elle doit essayer de couper le tuyau pour qu'il soit vraiment le plus nickel possible. Sauf qu'en attendant, le tuyau est trop grand. Donc là, je sens quelque chose que j'aurais aimé ne jamais sentir de ma vie. Je sens qu'elle touche et qu'elle a atteint mon cœur. Et là, la sensation est horrible. La sensation est horrible. Et là, c'est la première fois que je m'énervais contre du personnel soignant. Et je lui ai dit, s'il vous plaît, faites rapidement, sinon je vous vomis dessus. et j'étais en panique totale. Et dans ma panique totale, l'infirmier et l'anesthésiste, vraiment... L'anesthésiste était en pleine pratique, donc ok. Mais l'infirmier, littéralement, n'est jamais venu me voir. Il m'a jamais demandé comment ça allait. Il m'a jamais rassurée. Et j'étais vraiment en panique sur cette table. Je me suis sentie seule au monde. Heureusement, du coup, elle a fait ça assez rapidement. Elle a coupé le tuyau, elle l'a mis à la chambre implantable, elle a recousu. Et là, j'étais sortie du bloc, mais je suis sortie de tout cet enfer en pleurs. Heureusement qu'il y avait mon papa qui m'attendait dans la salle d'attente, mais c'était horrible. C'était une intervention horrible. Je ne veux plus jamais revivre ça. Ah ouais, non, mais clairement, c'est l'horreur. Si tu expliques ça, là, je m'imagine à ta place. Non, c'est pas possible. Franchement, ça devait être traumatisant, vraiment traumatisant. Quelles ont été les difficultés auxquelles tu as dû faire face pendant ton traitement ? Comment tu as trouvé le soutien dont tu avais besoin ?
C'était les difficultés majeures, c'est surtout on est obligé, on n'est pas obligé, mais on arrête de travailler et on a un nouveau style de vie entre guillemets. Difficultés, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. C'est tout ce qui est l'aspect financier parce que du coup on perd le salaire. Même si la sécurité sociale suit, il faut savoir que les démarches sécurité sociale sont tellement lentes. Et en tout cas, en région parisienne, la sécurité sociale, c'est une catastrophe que j'ai mis à peu près 5 mois à être payée de mes indemnités journalières. Donc pendant 2 mois et demi, j'ai vécu sans salaire, mais toujours avec mes charges. Donc là, on s'arrange avec les propriétaires, on s'arrange avec les copains, on s'arrange avec les parents pour pouvoir un peu survivre dans cet enfer. Donc ça, les difficultés financières, tous les patients pourraient t'en parler, mais c'est un enfer sans nom, quoi. On se retrouve à devoir payer de la cosmétique, on se retrouve à devoir se payer des turbans, la perruque. Moi, franchement, j'ai pas kiffé la perruque, donc il fallait que j'achète tous les produits pour ma tête. Enfin, c'était... Voilà, ça a coûté cher, on va pas se mentir, mais au moins... j'ai pu un peu voir ce que ça donnait. Et franchement, il y a un véritable problème avec ça. Enfin, la sécurité sociale ne sont pas assez réactifs pour nous donner nos indemnités journalières, quoi. C'est un fait et c'est affligeant, quoi. C'est vraiment affligeant. Donc le soutien, oui, j'ai trouvé un soutien financier. Heureusement, mes parents m'ont aidé. J'ai des amis qui m'ont aidé aussi. Heureusement, merci à eux infiniment. Et j'ai eu pas mal aussi de difficultés pour sortir et les amis ont été là pour me faire sortir mine de rien et ont fait comme si de rien n'était. Ils ont fait comme si j'étais en pleine forme et ça fait vraiment du bien au moral. Les gens qui n'ont pas fait la différence, ce sont des gens en or et les gens qui m'ont écouté aussi et qui ont agi en conséquence sont aussi des gens en or. Enfin, c'est vraiment... j'ai eu pas mal de soutien pendant mes traitements et heureusement d'ailleurs, parce que ça n'a pas été facile moralement parlant de voir son corps changer. Quand on a un cancer du sein et quand on est jeune femme comme ça, on n'a pas les mêmes problématiques qu'une personne de 50, 60 ans. On perd vraiment énormément de choses. En fait, moi, déjà, en tant que femme, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle, déjà de base. C'est-à-dire que je crois qu'à partir de mes 25 ans, c'est là où je me suis sentie vraiment bien, en phase avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai arrêté de douter, j'ai pris un peu confiance en moi, je me trouvais jolie. C'est-à-dire que ça a pris 25 ans de ma vie. Et là, à 27 ans, le cancer m'enlève tout sur quoi j'ai travaillé depuis 25 ans. C'est-à-dire que je perds tout. Je perds ma confiance en moi, je perds mon physique parce que là, je me retrouve chauve avec des problèmes cutanés assez hardcore, du poids en plus. Enfin, voilà, je me perds en fait tellement dans tout ça. Et là, je me dis, mais est-ce que j'ai essayé de construire en 25 ans, mais tout a été enlevé en un claquement de doigts, quoi. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et on se dit, mais comment on va faire pour essayer de se retrouver dans tout ça ? Ça a été ma principale difficulté et c'est encore une difficulté aujourd'hui. Malgré qu'on travaille sur soi, il faut faire preuve de bonté avec soi-même. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais avec le temps, ça s'arrange. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as ressenti lorsque tu as commencé ta chimio et avec tous les effets secondaires, notamment la perte de cheveux, les nausées, comment tu as vécu tout ça ? C'était pas trop difficile ? Alors, quand on commence la chimiothérapie, tout va bien. J'ai envie de dire ça. Moi, j'ai eu 2 chimiothérapies. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle une ACDD. Donc, s'il y a des patientes qui nous écoutent, c'est un peu l'équivalent de l'EC100. C'est une chimiothérapie qui terrasse littéralement le corps.
C'est comme si on avait fichu un grand coup de javel en intraveineuse, quoi. Du coup, c'est là où on perd nos cheveux. C'est là aussi où on a des nausées assez fortes qui font qu'on est un peu cloué au lit. C'est là où on est fatigué, où on perd vraiment... nos globules blancs sont en chute libre, alors du coup, on se chope toutes les infections virales du monde. C'est là aussi où on essaye, enfin, on peut plus trop faire d'activité physique malgré tout, même si on essaye, mais on peut plus trop parce que le cœur prend vachement cher. Ouais, voilà, elle est assez hardcore, hein, cette chimiothérapie. Et la deuxième que j'ai faite, c'est la Taxol. Donc au total, j'ai eu 16 chimiothérapies, donc 4 ACDD et 12 Taxol. Et la Taxol, elle, c'est plus doux, il y a moins de nausées, mais on a une tendance à prendre un peu de poids. Et en fait, c'est une chimio qui est un peu perverse parce que elle a l'air bien comme ça, mais on prend du poids, on perd nos sourcils, on perd nos cils. C'est là où l'alopécie devient assez importante. Et en fait, la perte de cheveux, alors ça, c'est un effet secondaire que tout le monde voit. Donc, on a l'impression que c'est l'effet secondaire numéro 1. Vraiment, si c'était à refaire et qu'on me disait, tu choisirais quoi entre perdre tes cheveux ou avoir des nausées, je dirais, mais perdre mes cheveux, mais 15 000 fois, parce que perdre ses cheveux, ça ne fait pas mal. Mais comment on le vit, ça revient à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire, pour une femme, perdre ses cheveux, c'est assez compliqué, quoi. Perdre ses cheveux, tu perds ta féminité, tu perds ton identité, tu perds beaucoup. Mais alors, ce qui est pire, entre guillemets, pour moi, c'est la perte des sourcils. Alors ça, la perte des sourcils, c'était un peu plus compliqué. Parce que là, les sourcils, ça définit un visage, ça définit beaucoup de choses. Et sans sourcils, c'était compliqué à gérer. Franchement, la perte des sourcils a été beaucoup plus compliquée que la perte des cheveux. Parce que la perte des cheveux, les médecins t'en parlent. Toi, tu vois les femmes dans la salle d'attente. Tu commences à accepter l'idée que tu vas perdre tes cheveux. Mais alors, les sourcils, moi, j'étais pas du tout au courant. Donc, quand c'est arrivé, j'étais un peu surprise. Enfin, un peu beaucoup surprise. Donc voilà, on retrouve ces émotions de perte de féminité, perte d'identité, perte de confiance en soi, perte de... Voilà, on ne s'aime plus, en fait. La conclusion de ça, c'est qu'on ne s'aime plus. Est-ce que d'une certaine manière, tu as perdu confiance en toi durant les traitements, en particulier avec le Taxol ? Oui, totalement. J'ai eu un gros moment de bad, entre guillemets. Je dirais sur mes 12 cycles de Taxol, quand on arrive un peu à la moitié, c'est là où on touche un peu le fond parce que on ressemble plus à rien et ça c'est compliqué à gérer. Les émotions à ce moment-là, on a l'impression que personne nous comprend, on est un peu seul au monde, on n'a plus envie de sortir parce qu'on n'a plus envie de se montrer. Moi j'ai eu vraiment du mal à accepter ça. Et oui, j'ai totalement perdu confiance en moi durant mes traitements, oui. La décision de subir une mastectomie bilatérale avec prothèse mammaire immédiate, ça a dû être très important comme décision. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as pris cette décision et comment tu l'as vécue ? J'ai fait un test génétique qui a prouvé... j'ai fait un test génétique durant ma chimiothérapie et qui a prouvé que j'étais porteuse d'une mutation génétique qui s'appelle le BRCA2. Il y a deux mutations génétiques qui sont responsables du cancer du sein. Il y a le BRCA1 et le BRCA2. Alors, je ne sais pas du tout c'est quoi la différence entre les deux, mais les hôpitaux, les oncologues surveillent beaucoup ces mutations génétiques. Et déjà de base, ce qui était prévu dans mon protocole de soins, c'était qu'on me fasse une mastectomie du sein droit et qu'on me mette une prothèse mammaire immédiate. Ça, c'était prévu. Et quand j'ai eu les résultats génétiques, ça a été super dur moralement parlant, parce que je me suis dit,
on a fait tout un test. Avant, on nous envoie un formulaire à remplir sur notre famille, nos antécédents. Moi, j'ai rien d'antécédents dans le cancer du sein. Vraiment, j'ai rien du tout. Et du coup, le généticien m'avait dit, bon, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et comme bam, les résultats tombent, porteuse de mutation génétique. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar? Et là, je me dis, je me dis, bon, ça veut dire que peut-être la mastectomie va être bilatérale. Ça veut dire qu'il faut faire de la chirurgie préventive. Mais c'est l'ironie du sort. Avec mes antécédents, en gros, j'apprends que j'ai une mutation génétique, mais que je suis la première de ma famille. C'était un peu dur à avaler, la pilule, mais après, ma chirurgienne, qui est une super personne, on en a parlé toutes les deux. Et là, j'ai accepté de faire la mastectomie bilatérale. J'ai accepté. Je lui ai dit oui, on y va. Moi, j'ai pas envie de revivre ce que je vis maintenant. J'ai pas envie de revivre ça, donc on y va. Donc, comment cela a influencé la suite de mon traitement? Ça m'a mis dans une position un peu de guerrière. C'est-à-dire que je me suis dit, on y va. On va jusqu'à la chirurgie, on enlève mes 2 seins, on met des prothèses et voilà. On essaye de plus en parler. On essaye d'avancer comme ça. Comment tu as géré les changements dans ton corps et dans ton intimité, par exemple avec ton partenaire après l'opération? Alors, il faut savoir que du coup, quand on a une mastectomie bilatérale, avec prothèse mammaire, donc en gros, je t'explique, Stéphanie, comment ça se passe l'opération. On m'ouvre sous mon sein, on me retire tout et on met les prothèses. Voilà, donc littéralement, c'est comme ça que ça s'est passé. On perd toute sensibilité au niveau des seins. Donc là, c'est-à-dire que les personnes peuvent toucher mon sein, je ne les sens pas. Je n'ai plus aucune sensibilité au niveau des seins. C'était très bizarre à gérer au début. En plus de ça, les cicatrices, elles sont pas super jolies, mais la sensibilité des seins, perdre la sensibilité des seins, c'est une sensation vraiment bizarre. Et au niveau de mon intimité avec mon partenaire, c'était c'était pas un coup dur pour lui, mais c'est vrai qu'il espérait. Je me souviens de sa phrase qui disait mais tu vas retrouver ta sensibilité. Et je lui disais non, non, je lui disais non, je vais pas retrouver, ça va pas revenir. Et c'était pas un coup dur pour lui, mais c'est vrai que ça enlève une partie de plaisir en fait dans l'intimité. Ça enlève une zone érogène assez importante. Et ouais, c'était pas évident parce qu'en plus de toute la confiance qu'on perd, il y a aussi toute une intimité à retrouver. Et c'est pas évident et c'est un travail à faire sur le long terme. Il faut beaucoup discuter avec son partenaire, vraiment, vraiment, vraiment. Avoir une communication mais hyper clean et avoir une communication, vraiment parler de tout. Essayer de voir ce qui peut être fait pour améliorer l'intimité malgré tout ça, malgré les traitements, malgré aussi la perte de cheveux, etc. Donc oui, ça a eu un impact sur l'intimité avec mon partenaire, mais la communication, c'est comme ça que ça marche. Alors tu as appris que des cellules cancéreuses étaient encore présentes après l'opération, chose très très difficile à encaisser. Comment tu as réagi? Est-ce que ça a influencé la suite de ton traitement? C'était pas facile, mais je sais pas, moi j'ai une sorte de fierté quand je viens voir mon oncologue, je me dis ne pleure jamais, c'est pas grave, accepte, il va pas te donner des bonnes nouvelles, mais accepte. Donc j'ai accepté, je me suis dit d'accord, je me suis demandé mais pourquoi moi? En fait, c'est ça que je me suis dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, je me suis dit dommage parce que ça veut dire que toutes les semaines de chimio que j'ai passées, elles n'ont pas servi à rien parce qu'il y a quand même eu une nette amélioration, mais je me suis dit mais ça veut dire encore des traitements, ça veut dire encore à souffrir quoi.
C'était plus fatigant, ça m'a un peu éreinté cette nouvelle. Donc ça a influencé la suite de mon traitement. Du coup, ça m'a rajouté une thérapie ciblée. Ça m'a rajouté des comprimés encore à prendre. Ça veut dire des prises de sang pour contrôler. Et comme c'est une nouvelle thérapie, l'hôpital m'appelle toutes les semaines pour savoir si je vais bien. Du coup, ça veut dire encore retourner à l'hôpital. Ça veut dire encore une routine de santé. Et... Enfin voilà, ça fait bientôt 1 an qu'on m'a annoncé un cancer du sein, donc c'est assez fatigant. Voilà, c'est comme ça que je dirais que ça s'est passé. Tu as eu des séances de radiothérapie. Comment ça s'est passé ? Ça a eu des effets sur ton corps et ta prothèse ? Radiothérapie, du coup, pour expliquer un peu aux gens ce que c'est, on est sein à l'air dans une machine qui nous envoie des rayons nucléaires. C'est une science c'est une thérapie qui existe depuis bien longtemps et qu'on utilise dans le cas de cancer général, pas que au sein. Et comment j'ai vécu les séances de radiothérapie ? D'y aller tous les jours, c'est très fatigant parce que c'est une séance par jour pendant... moi, j'ai eu 25 séances, donc c'était à peu près 5 semaines. Donc tous les jours de la semaine. Et j'ai vécu les séances de radiothérapie. Enfin, je les ai vécues. C'est déjà ça. En plus de ça, je travaillais. Alors du coup, il fallait que j'allais à ma séance de radiothérapie. J'allais travailler ensuite. C'était un rythme horrible à avoir. Vraiment, c'était un rythme fatigant. Mais alors, d'aller tous les jours à l'hôpital, ensuite au travail et tout. Oh là là, c'était très fatigant. Et donc, les effets sur mon corps, donc, je me suis retrouvée, je dirais à peu près à la moitié de mes séances. J'ai eu le sein brûlé, le sein droit. Et la prothèse, alors je ne sais pas si c'est la peau ou la prothèse, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a une sorte de coque qui s'est formée au-dessus de la prothèse et super désagréable. En plus, la sensation de brûlure, c'est comme, pour vous décrire, c'est comme un coup de soleil, mais qui dure tout le temps. Voilà. Et ça faisait mal, ça faisait vraiment mal. Et non, c'était vraiment pas agréable. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience de prendre des médicaments pour l'hormonothérapie et la thérapie ciblée ? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs la thérapie ciblée pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler ? Alors pour les gens, pour expliquer un peu ce que c'est une thérapie ciblée, c'est comme une chimiothérapie orale. Ce n'était pas prévu dans mon parcours de soins, mais quand ils ont... en gros, lors de la chirurgie, ils ont enlevé ma tumeur, mais ils ont enlevé aussi des ganglions. Les ganglions, c'est des... Comment expliquer ça avec des mots simples ? C'est un peu l'autoroute des cellules, c'est-à-dire les ganglions se situent un peu partout dans le corps, et moi, mes ganglions axillaires, donc c'est-à-dire au niveau de l'aisselle, sur les côtes, enfin à droite de mon sein. Du coup, ils en ont enlevé 8 et sur 8 ganglions, il y en avait encore 4 qui étaient touchés par des cellules cancéreuses suite à ma chirurgie. Donc, ça veut dire que ma chimiothérapie n'était pas complète. Et en gros, donc mes chimiothérapies pas complètes, donc ça veut dire qu'ils m'ont rajouté du coup une autre chimiothérapie, donc la thérapie ciblée. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Suite à cette chirurgie. Comment j'ai reçu les effets secondaires ? Alors en fait, la thérapie ciblée, c'est 2 comprimés à prendre le matin, 2 comprimés à prendre le soir. L'hormonothérapie, c'est 1 seul comprimé à prendre le soir. Donc ça fait au total 5 médicaments à prendre dans la journée. C'est vraiment épuisant. Le rythme est épuisant et aussi les effets secondaires sont assez lourds. On a le retour des nausées, on a le retour de la fatigue. Enfin, j'ai l'impression de retourner en chimiothérapie, donc c'est pas très agréable, mais ça affecte mon quotidien, oui et non, parce que c'est quand même moins lourd, c'est quand même plus supportable, mais c'est juste le soir, je suis barbouillée, c'est de la fatigue toujours, et de la fatigue Attends, 1, 2, 3. De la fatigue médicamenteuse, et du coup, c'est vraiment pas agréable. Et on a l'impression que le cancer, en fait, ça finit jamais, quoi. J'ai l'impression que ça se termine jamais et j'ai l'impression qu'on me laisse jamais tranquille. Donc, c'est assez épuisant.
est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui pourraient se retrouver dans une situation similaire, étant jeune femme atteinte du cancer du sein? Alors, à toutes les femmes de moins de 40 ans, on va dire, qui ont découvert un cancer du sein, j'ai envie de leur dire de vraiment de garder espoir. Et j'ai envie de le dire, vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez seul. Je m'explique. Moi, je me suis sentie vachement seule au tout début. Je me disais, mais il n'y a pas de ressources adaptées pour les personnes jeunes. Alors que si, j'ai cherché un petit peu. Il y a des associations qui existent. Il y a des collectifs qui existent. Alors vraiment, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui ont un cancer du sein jeunes, c'est que vous n'êtes pas seuls. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de contacter des associations. Je vais en donner une qui m'a beaucoup aidée pendant mes traitements et qui continue à m'aider pour comprendre un peu tout ça. Et avec des patientes en or, en plus de ça, c'est l'association Jeune et Rose, qui est destinée aux patientes de moins de 40 ans et qui aide les patientes de moins de 40 ans. Elles font beaucoup de prévention auprès des établissements scolaires, auprès de tous ceux qui leur demandent. Elles ont un réseau assez incroyable dans toute la France qui permet de pouvoir faire des rencontres entre patientes. Et ça, vraiment, à toutes les personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer du sein, vraiment, restez pas seules. L'hôpital, ça va être votre deuxième maison, donc essayez d'accepter d'aller à l'hôpital. Voyez aussi tout ce qui est spécialiste de la santé mentale, psychologue. Essayez de vous détendre, allez faire des séances d'acupuncture, essayez de vraiment de sortir un peu la tête de l'eau. Essayez de sortir de chez vous aussi, parce que c'est super important de ne pas rester toute seule chez soi. Et voilà, les conseils que je pourrais donner, c'est de ne pas rester seule et d'essayer de trouver quand même une petune routine qui vous fasse sortir du cancer. Donc ça peut être du travail, ça peut être aussi des activités manuelles, ça peut être l'activité physique, ça peut être une nouvelle formation. Pourquoi pas? Il y a des patients qui se redécouvrent une nouvelle vie et qui se forment sur d'autres choses et qui arrivent à en faire leur métier. Et c'est formidable. Et le pouvoir des réseaux sociaux aussi, même si ça peut être très néfaste, moi personnellement, j'ai eu la chance d'apprendre à connaître d'autres patientes sur les réseaux sociaux et à me sentir vraiment moins seule. N'hésitez pas à envoyer des MP à des patientes. On est toutes ouvertes à la discussion. On est toutes dans le même bain, donc vraiment, ne restez pas seules. C'est vraiment mon conseil principal. En tout cas, merci infiniment, Mélanie. Merci à toi, Stéphanie, pour ce podcast. Chers auditeurs, vous étiez sur État d'âme. N'hésitez pas à retrouver Mélanie sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout en description. Je compte sur vous. Restez connectés en vous abonnant pour encore plus de partages inspirants. N'oubliez pas, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. You can never walk alone on your way to being free. We're only human. We're only human, yeah. But you can never walk alone on your way to being free. We're only human, yeah. We're only human, yeah. We're only human, yeah. But you can never walk alone. Never walk alone on the way to being free.
on the way to being free.